Hey everyone! Yesterday, Governor Chris Christie challenged me to the ALS Ice Bucket Challenge. Governor, I accept your challenge. That was really cold. Vous voyez ce garçon? Ce visage sympathique et souriant vous dit peut-être quelque chose. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais lui, il vous connaît bien. C'est bien de Mark Zuckerberg qu'il s'agit, l'homme qui a seulement 37 ans sait tout de vous. Grâce à son célébrissime réseau social, Facebook, il sait qui vous êtes, où vous vivez, ce que vous faites de vos soirées, de votre temps libre, avec vos enfants, vos collègues ou vos proches. Il sait aussi ce que vous pensez des marques, des célébrités ou des politiciens. Il connaît vos préférences, votre profession, votre état de santé, vos goûts, tout. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, car en 2021, près d'un tiers de l'humanité est active sur Facebook et lui communique à chaque seconde des millions de données personnelles, en toute confiance bien sûr. Et Mark Zuckerberg fait beaucoup parler de lui actuellement. La maison mère de Facebook, WhatsApp, Instagram et Oculus Virtual Reality change de nom et devient Meta. Un nom qui n'a pas été trouvé très loin puisqu'il s'agit du diminutif de métavers. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. Mais Zouk a aussi souvent fait parler de lui depuis 2004 et beaucoup se demandent si ce changement d'identité ne viendrait pas à point nommé pour détourner l'attention du public des nombreuses controverses dont il fait l'objet. Et c'est donc l'occasion parfaite de revenir sur ces controverses et sur la façon dont Mark Zuckerberg les envisage. C'est aussi l'occasion de jeter un coup d'œil sur la place qu'occupe Facebook, ou plutôt Meta, dans le monde d'aujourd'hui et surtout de répondre à une question qui revient souvent: comment gagne-t-il autant d'argent avec des applications qui sont gratuites? À ce sujet, et si vous voulez soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner, c'est gratuit aussi. Nous verrons que Mark est un gourmand, avide de toujours plus de données et qu'il n'a pas fini de faire parler de lui car il fonde de grands espoirs dans un titanesque projet d'univers parallèle connecté et bientôt accessible à tous. Bienvenue dans l'univers de Zuckerberg, bienvenue dans le métavers et bienvenue sur Money Radar. La personnalité de Mark est indissociablement liée au réseau social dont il est le fondateur, le PDG et l'actionnaire majoritaire. Il a grandi dans l'État de New York dans les années 80 et 90 entre un père dentiste et une mère psychiatre. Daltonien, taciturne et moqué par ses camarades, Mark est ce que l'on appelle une tête d'ampoule, un surdoué qui prend des cours du soir pour progresser plus vite que les autres. Mais le jeune Mark ne manque pas d'idées pour améliorer ses relations et cela commence avec sa famille, qu'il relie à une messagerie instantanée en 1996. Pour cela, il programme ZookNet, une sorte de réseau familial qui permet à chacun de communiquer d'où qu'il soit dans la maison sans avoir besoin de hurler. This is where my desk was. And this is literally where I sat, and I had my little laptop here. And this is where I programmed Facebook. Il n'a alors que 12 ans et mène une vie solitaire qui ne s'arrêtera que lorsqu'il atteindra les bancs de Harvard. Il fait alors la connaissance de Dustin Moskovitz, un programmeur comme lui, du graphiste Andy McCollum, d'Eduardo Saverin et de celui qui deviendra son meilleur ami, Chris Hughes. La légende raconte qu'un soir de 2004, alors qu'il est seul dans sa chambre et qu'il se promène sur le trombinoscope en ligne de la faculté, Mark a une idée de génie. Une idée qui permettrait de faciliter les contacts, voire pourquoi pas les rapprochements entre étudiants d'Harvard, un réseau interne unique et ultra rapide qu'il baptise thefacebook.com. Petit à petit, le site gagne en notoriété et se relie à d'autres universités prestigieuses comme Yale, Columbia ou encore Stanford. En 2005, Mark et son équipe rachètent le nom de domaine Facebook pour $200 000 et le réseau s'ouvre enfin aux non-étudiants un an plus tard. Désormais, toute personne de plus de 13 ans peut ouvrir un compte sur Facebook. En 2007, et fort de plus de 400 000 utilisateurs, Facebook concurrence déjà Twitter. Mark Zuckerberg est élu personnalité de l'année par le magazine Times alors qu'il n'a que 26 ans. Facebook est introduite à la bourse de New York en 2012 avec une valorisation de 104 milliards de dollars contre 9 milliards pour LinkedIn l'année précédente. C'est la troisième plus grosse introduction de valeur technologique de l'histoire américaine. Mark est heureux, il a réussi, il a connecté plus d'1 milliard d'utilisateurs, lui, la sociale. Et au passage, le voilà devenu milliardaire.
Le titre introduit sous les 20 $ s'échange aujourd'hui autour des 320 $, portant la valorisation de l'entreprise à plus de 755 milliards de dollars. Malgré un déclin annoncé plusieurs fois par les professionnels de la communication, il reste le 3e site Internet le plus visité au monde derrière Google et YouTube et rassemble toujours près de 3 milliards d'utilisateurs, dont 1,8 milliard qui se connectent chaque jour. Il fait également partie de ce que l'on appelle le GAFA, un acronyme pour Google, Amazon, Facebook et Apple, et qui rassemble les plus grosses capitalisations boursières américaines, dont Microsoft et Tesla, et qui du coup devraient prochainement devenir les GAMA. Le groupe génère un chiffre d'affaires de près de 86 milliards de dollars en 2020, en hausse de 22%, et un résultat net de 29 milliards de dollars en hausse cette fois de 58%. Enfin, la fortune de Mark Zuckerberg s'élève aujourd'hui à 116 milliards de dollars, ce qui en fait le 5e homme le plus riche du monde selon le magazine Forbes. Belle performance pour un réseau social encore récemment considéré comme dépassé. Alors, voyons un peu comment Facebook gagne de l'argent. Le principe est extrêmement simple. Facebook est une plateforme de médias sociaux autour de laquelle s'articule un certain nombre d'applications, gratuites pour la plupart, mais certaines se réservant la possibilité de facturer des options. Messenger est par exemple la 2e application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, juste derrière WhatsApp, une autre marque Facebook. Le site est également partenaire de nombreux grands éditeurs de jeux comme King, propriétaire du célèbre Candy Crush Saga, ou Rovio et ses Angry Birds, dont il a largement contribué à la popularité. C'est aussi une marketplace de plus d'1 million de boutiques en ligne. Depuis son ouverture au public, il a grandement participé au développement du marché des applis et en propose actuellement plus de 8000. Mais Facebook ne réalise que moins de 3% de son chiffre d'affaires grâce à elle, le reste, ce sont les revenus publicitaires. Le réseau social permet l'hébergement et le partage d'informations sous toutes ses formes. Vidéo, son, texte, avec un réseau de proches sélectionnés, la famille, les amis, des camarades de classe, des collègues ou pourquoi pas des clients. Il permet également la création de groupes, privés ou publics, basés sur tous les critères possibles. Sa mission, c'est de connecter le monde. Et toutes les informations que vous publiez, et souvent très personnelles comme votre état civil, votre numéro de téléphone ou votre santé, sont le pilier du modèle économique de Mark Zuckerberg. Tout le fonctionnement de Facebook est basé sur ces dates et sur la façon de les rentabiliser. Ah, mais rassurez-vous, officiellement, Facebook ne communique jamais ces données à des tiers à aucun moment. Elles ne sont utilisées qu'en interne pour fournir l'outil publicitaire le mieux ciblé au monde. 97,9% du chiffre d'affaires de Meta, c'est la pub. Et c'est surtout grâce à Facebook Ads que Mark est devenu riche. Avec une telle base de données, Facebook Ads est capable de cibler une audience avec une précision chirurgicale et les économies réalisées par les annonceurs sont substantielles. Actuellement, le réseau compte près de 160 millions de pages d'entreprise, dont 10 millions sont des annonceurs publicitaires actifs. Et pour faciliter la vie de tous, tout le monde peut faire de la publicité sur Facebook, l'outil n'est pas réservé qu'aux gros clients. 86 millions de PME et de petits entrepreneurs individuels l'utilisent pour accroître leur notoriété. Il est aussi bourré de fonctions qui plaisent beaucoup aux annonceurs occasionnels, comme le paiement au clic ou des statistiques complètes. Et il est aussi intuitif et plutôt simple à prendre en main. Il n'y a même pas besoin d'être un professionnel car les particuliers peuvent aussi se lancer, par exemple pour faire de la promotion d'un e-book écrit à 10 heures perdues ou vendre des créations artisanales sur une page dédiée. Bref, malgré les rumeurs sur le vieillissement de ses utilisateurs ou son prochain déclin, Facebook conserve beaucoup d'attrait et n'a pas l'air de si mal se porter. Économiquement, l'affaire tourne bien, nous l'avons vu. Mark vit et revit chaque jour la vie qu'il vivait lorsqu'il était à Harvard quand il était étudiant et passait ses journées à développer des plans délirants avec ses copains. Mais comme tout inventeur de génie, il a du mal à voir quelles sont les failles de son système, des failles qui se révèlent à mesure que les dimensions de Facebook augmentent. En 15 ans, Zuckerberg et ses médias sociaux se sont retrouvés au cœur de nombreuses controverses et alimentaient beaucoup de débats. Cela a commencé dès 2006, soit à peine 2 ans après le lancement de TheFacebook.com. 2 étudiants de Harvard et amis de Mark, les frères Winklevoss, l'accusent de leur avoir volé l'idée et le traînent devant la justice américaine. L'affaire va se résoudre avec le versement d'une indemnité de 65 millions de dollars. Car non, Mark n'a pas inventé Facebook, il n'a fait que donner vie à l'idée sans s'associer avec les véritables créateurs. Une affaire remontée tardivement et qui a légèrement entaché sa crédibilité et sa cote de confiance. Mais plus que sa personnalité introvertie et ses méthodes discutables, ce sont surtout les masses de data sur lesquelles il est assis qui font aujourd'hui trembler le monde. Car à peine un an plus tard, le site doit faire face à une première cyberattaque qui révèle une faille de sécurité, et depuis, ces attaques se sont multipliées. La dernière en date a eu lieu l'année dernière et n'a été révélée qu'en avril 2021 par une enquête de Business Insider. Le temps de se rendre compte du problème et de le régler, les données personnelles de 533 millions d'utilisateurs de Facebook se sont retrouvées en vente sur le dark web pour $20 avant de devenir accessibles à tous gratuitement.
La plateforme est régulièrement accusée de ne pas parvenir à contrôler correctement les données dont elle dispose et il n'y a pas que les pirates qui se fournissent sur le réseau. D'autres sont plus malins et plutôt que de voler les données, préfèrent les détourner. Pour cela, ils se cachent derrière des applications légales en apparence qui collectent en toute tranquillité les datas dont ils ont besoin, gratuitement et sans limite. C'est comme cela qu'a débuté le scandale Cambridge Analytica, une affaire qui illustre bien le problème. En 2014, un professeur de psychologie, le Dr Kogan, programme une application baptisée This is Your Digital Life, destinée à aider les universitaires dans leurs recherches en proposant aux utilisateurs de Facebook de répondre à des tests de personnalité. Les quelques 250 000 personnes qui ont téléchargé l'application l'ont autorisé sans le savoir à accéder aux données de leur page ainsi qu'à celles de leurs contacts qui n'ont pas activé une option. Dans leur enquête datée du 11 décembre 2015, le New York Times et le Guardian, les lanceurs d'alerte révèlent que plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs se sont vus dérober leurs informations sans leur consentement et sans même en être avertis. Et ce qui donne beaucoup de grain à moudre aux détracteurs de Facebook, c'est que ces données auraient été utilisées pour programmer un logiciel de micro-ciblage dont l'objectif a été d'influencer le vote des électeurs pendant la campagne présidentielle de 2016 en faveur de Donald Trump. Nous trouvons vos électeurs et les faisons passer à l'action. C'est le slogan de Cambridge Analytica, une société britannique de conseil en gestion et communication devenue tristement célèbre. L'un de ses anciens employés révèle au Guardian des méthodes peu orthodoxes, mais ô combien efficaces et sans aucun filtre. Nous nous sommes servis de Facebook pour récupérer les profils de millions de personnes et nous avons ainsi construit des modèles pour exploiter ces connaissances et cibler les démons intérieurs des électeurs. I do think I was aware of Cambridge Analytica as an entity earlier. I don't know if I was tracking how they were using Facebook specifically. When was the issue discussed with your board member, Peter Thiel? Congresswoman, I don't know that often. You don't know. This was the largest data scandal with respect to your company that had catastrophic impacts on the 2016 election. You don't know? Mark a passé un très mauvais moment face à la justice américaine, mais assure à présent que tout est sous contrôle, mais la sécurité des données reste néanmoins l'une des plus grosses faiblesses du modèle de Facebook. Et ce n'est pas le seul motif de reproche, loin de là. Le processus de modération des contenus fait également régulièrement parler de lui. Ils sont normalement sous la surveillance d'une équipe de plus de 30 000 salariés chargés de veiller à ce qu'ils respectent les standards de la communauté Facebook, des standards clairement définis par Facebook, mais qui lui valent souvent de sévères critiques, des accusations de laxisme ou au contraire de censure. Nombreux sont les exemples de contenus interdits signalés par les internautes qui seront pourtant considérés comme respectueux et d'autres qui ne violent pas les règles et qui sont pourtant supprimés. Le cas le plus emblématique est celui d'une jeune fille mineure mise en vente aux enchères sur Facebook le 25 octobre 2018. À cette occasion, Facebook avait rappelé que toute forme de trafic d'êtres humains, qu'il s'agisse de messages, de pages, de publicités ou de groupes qui coordonnent cette activité, n'est pas autorisé sur Facebook. Pourtant, il aura fallu 2 semaines pour que la publication soit supprimée, juste le temps pour qu'au Soudan, cet enfant de 16 ans soit échangé contre 14 000 $, un troupeau de 500 vaches, 2 voitures, 2 vélos et un bateau. Et, d'un autre côté, la campagne australienne de prévention du cancer du sein est supprimée du réseau pour atteinte à la pudeur. Bien sûr, Facebook a présenté des excuses comme il l'avait déjà fait 2 ans plus tôt pour la même raison, avec la suppression de la campagne d'information suédoise cette fois-ci. Mais le problème se présente quasiment chaque année et partout dans le monde. Nombreux sont les groupes qui organisent et communiquent dans le cadre de pratiques douteuses ou carrément illicites et que les modérateurs ignorent. Des organisations terroristes publient leurs images en direct et y recrutent leurs membres. Entre messages haineux et discours clivants, la propagation de fausses informations est elle aussi devenue un fléau qui perturbe jusqu'aux élections présidentielles. Plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron en 2019, ont dû inviter Mark Zuckerberg pour évoquer le problème avec Dieu plutôt qu'avec ses saints et trouver une solution. Une solution que Mark cherche encore, mais il ne s'en sort pas trop mal car avec toutes ces tractations, on lui aura présenté personnellement tous les grands de ce monde. De quoi se faire de bonnes relations pour pratiquer un intense lobbying, notamment en Europe où il tente de combattre les dispositions du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, une réglementation contraignante qui rogne les bénéfices de tous les data-driven, ces sociétés qui gagnent de l'argent uniquement avec vos données et qui rêvent d'envahir l'Europe. Mark promet d'investir, d'installer des data centers, de créer de l'emploi, en échange de petits arrangements avec les gouvernants. Par exemple, le siège social de Facebook Europe est en Irlande, un pays aux pratiques fiscales avantageuses, et dont le Premier ministre, Enda Kenny, est devenu un ami des Zuckerberg. Le 3 mars 2019, le Guardian a révélé l'existence d'un document interne qui décrit les relations entre les 2 hommes, et notamment l'intention de l'Irlande de proposer de limiter la portée du RGPD lorsque son tour viendra de prendre la présidence de l'Union européenne. On a hâte de voir ça. Mais il faudra attendre longtemps car ce ne sera qu'en juillet 2026.
Outre les casseroles et autres démêlés avec la justice ou l'opinion publique, d'autres raisons poussent de plus en plus de voix à s'élever contre Facebook, notamment ses effets psychologiques sur les individus. Ne l'oublions pas, Facebook est la vision des relations sociales idéales qu'un asocial a réussi à imposer à près de 3 milliards de personnes. Un monde fait de distance, d'absence de contact physique et donc de risques. Le réseau social est fréquemment la cible de critiques qui l'accusent de limiter les relations, d'être devenu une vitrine de l'ego qui laisse libre cours à la vanité, au paraître et à toutes les audaces, et d'exacerber les tensions et les oppositions. Mais tout cela n'est rien à côté des autres projets de marque et il va falloir maintenant se préparer à passer au niveau supérieur. D'abord, il y a Marea ou encore To Africa, et les autres dizaines de chantiers titanesques de déploiement de câbles sous-marins intercontinentaux, avec un objectif à peine caché de damer le pion au réseau de satellites Starlink dans une guerre sans merci pour le contrôle des flux de données. Selon le géant du numérique Alcatel, en 2020, et malgré les progrès de déploiement de la 5G, 99% des communications intercontinentales passent encore par ces câbles. Et c'est aussi grâce à eux que le monde entier pourra prochainement se connecter et évoluer dans le métavers. Imagine, you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Le métavers est un terme récent qui désigne un monde virtuel et imaginaire dans lequel on pénètre grâce à un ordinateur. Vous le reconnaîtrez facilement, c'est un thème souvent exploité dans la culture SF. Sur le papier, le métavers est un monde totalement virtuel et représente l'Internet du futur. Ses possibilités seront illimitées. Sous la forme d'un avatar, chacun pourra y voyager librement, assister à des événements festifs ou des réunions familiales, faire des rencontres, apprendre ou même travailler et créer une activité professionnelle avec des échanges d'argent, virtuels ou réels, sécurisés par la technologie blockchain. Plutôt que de conquérir l'univers en passant par l'espace, comme le font Elon Musk ou Jeff Bezos, Mark Zuckerberg préfère s'en créer un lui-même en mélangeant Internet, réseau social et 3D. En plus d'avoir d'ores et déjà préparé le terrain en construisant son propre réseau câblé avec l'aide de Google, Facebook a aussi beaucoup investi dans la conception d'un nouveau casque de réalité virtuelle compact et bourré d'innovations technologiques de pointe. L'objet, baptisé Cambria, doit servir à séduire les futurs habitants du métavers et il devrait être remplacé d'ici quelques années par un autre projet encore plus ambitieux, Nazar, des lunettes révolutionnaires de 5 mm d'épaisseur seulement et déjà adaptées au métavers 2.0, le métavers du futur. Celui-ci sera une sorte de réalité mixte dans laquelle tout sera possible et où chacun pourra devenir qui il veut. Fondée sur le même modèle que Facebook, l'application Meta gagnera de l'argent essentiellement avec la publicité. Les marques peuvent d'ores et déjà y organiser des événements et y vendre leurs produits, à l'image du géant de l'agroalimentaire Coca-Cola début août. Ils devraient donc reproduire le fonctionnement classique de nos sociétés, comme dans le jeu Second Life, mais en beaucoup plus immersif cette fois. De nouvelles questions se posent. Comment Mark Zuckerberg va-t-il réaliser la prouesse de protéger les milliards de nouvelles données que l'application ne va pas manquer de générer, alors qu'il ne parvient pas à se débarrasser des failles actuelles de Facebook ? Comment pourra-t-il contrôler les actions de chacun de ses habitants pour être sûr qu'ils n'enfreignent pas les standards du métavers ? Et puis, quels seront les effets de ce nouveau monde sur notre cerveau si nous sommes amenés à y évoluer pendant plusieurs heures chaque jour, comme l'imagine Mark, qui voit déjà là l'avenir du télétravail ? D'autant plus que Facebook, allié avec Google pour l'occasion, n'est pas le seul à se lancer à la conquête des cybermondes. D'autres géants du numérique comme Apple ou des pays comme la Corée du Sud aimeraient eux aussi récupérer la part de cet énorme gâteau et éviter au passage l'apparition d'une situation de monopole dont les conséquences pourraient être désastreuses pour notre vie privée et notre santé mentale. Car il est évidemment clair maintenant qu'il faut que le métavers devienne ce que ses habitants feront de lui et pas seulement le produit de la vision d'un seul homme. Un homme qui n'a jamais réellement compris ce que le mot amitié signifie et qui devient chaque jour un peu moins humain. Un homme qui a 110 millions d'amis sur son propre réseau social. Pour vous faire une idée un peu plus précise de ce à quoi ces nouveaux univers parallèles ressembleront, sans pour autant succomber trop vite au chant des sirènes, plongez-vous dans l'excellent livre « La réalité virtuelle démystifiée » d'Indira Touvenin et Romain Lelon, un livre illustre et passionnant et facile à lire. Et pour en savoir un peu plus sur la personnalité d'éternel ado de l'Amérique, n'hésitez pas à aller voir ou revoir l'excellent film de David Fincher, The Social Network, une œuvre que Mark Zuckerberg a bien évidemment détestée et qui mérite sans doute d'être vue rien que pour cela. N'hésitez pas à revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, à cliquer sur j'aime et à la partager. Ne cherchez pas notre page Facebook.
Pour rester en contact, nous avons choisi Telegram et Twitter et nous vous invitons à nous y rejoindre dès maintenant pour être sûr de ne manquer aucune actualité ou opportunité d'investissement. Vous trouverez les liens dans le descriptif et on vous dit à tout de suite. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et votre soutien. C'était Money Radar.